Dès que vous avez un leader, un mouvement politique qui sort credo habituel de l'idéologie dominante, il subit les foudres d'un système médiatique, politique, économique, qui n'a surtout pas envie que le peuple arrive aux responsabilités. Alors que tous les médias français étaient persuadés d'une défaite de Donald Trump, nous avons su voir l'ampleur du phénomène Trump. Nous en avons fait un magazine, un documentaire, nous nous sommes rendus sur place. Et hier, jour de l'élection, nous avons clôturé un live de plus de 24 heures en direct, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur notre application mobile. Commandez notre magazine, téléchargez l'application mobile et surtout abonnez-vous à Frontières pour tout comprendre. Alors Julien Audoul, effectivement, on va parler d'une actualité un petit peu en pas de côté par rapport justement à nos élections américaines, parce qu'il y a l'actualité nationale qui est très importante, qui a été vive aussi ces derniers jours. On reviendra peut-être sur l'insécurité qu'il y a eu lieu ce week-end, depuis justement la soirée du 1er novembre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui êtes mobilisé aussi sur cette question de l'islamisme dans le sport, de cette proposition de Gilles Averroux ? Alors déjà, je vais vous donner la proposition originale, qui est la proposition de loi que j'avais déposée l'an dernier avec des collègues du Rassemblement national, qui vise à interdire les signes religieux et politiques, non pas seulement dans quelques compétitions, mais dans toutes les compétitions sportives et tous les événements sportifs en France. J'avais interrogé le ministre la semaine dernière en commission. Effectivement, je l'ai mis devant les réalités à la fois de l'entrisme islamiste qui gangrène, qui colonise le sport, qui en a fait véritablement un objet de conquête. On le voit dans les sports de combat, mais pas seulement. On les voit dans les vestiaires de football avec des prières. C'était très bien relaté par l'ancien gendarme Médéric Chapiteau dans un livre « Quand l'islamisme pénètre le sport », qui est éloquent sur cette avancée de l'islam politique dans le sport. Et surtout, j'ai interrogé le ministre sur les renoncements et sur la passivité des gouvernements successifs qui finalement ont adopté la politique de l'autruche. Donc moi, je me satisfais dans un premier temps des annonces du ministre. Après, elles sont verbales. On a toujours l'habitude de grands discours. Et là, il faut passer aux actes. Donc moi, et nous avons, avec nos collègues, clé en main, la solution pour justement mettre un frein à l'islam radical dans le sport. Est-ce que vous avez une idée, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui justement du nombre de clubs de sport qui sont potentiellement justement un petit peu infiltrés par de l'islamisme aujourd'hui sur le territoire ? C'est très difficile. Alors, il y a les chiffres officiels avec des signalements, avec des clubs qui sont déjà suivis par les services de renseignement, qui sont emblématiques, mais au-delà de ces clubs sulfureux, dans tous les départements, dans énormément de fédérations, vous avez des signes de l'avancée de l'islam politique qui peuvent paraître anodins. On ne peut plus apporter un sandwich au jambon, par exemple. On ne peut plus être nu dans les vestiaires, par exemple. Il y a une sorte de pression qui est donnée. Oui, il y a une pression du nombre déjà, et puis vous avez des éléments radicalisés qui sont entraîneurs, qui sont médiateurs, qui sont formateurs, qui commencent à formater un petit peu les sportifs, la jeunesse, et tout cela évidemment pose de sérieuses questions, parce que par le sport, comme par l'école d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à contaminer les consciences, à les subvertir, et il y a toute une jeunesse qui est livrée à ces éléments radicalisés islamistes. Alors peut-être que vous avez entendu tout à l'heure ce que disait Elon Musk qui expliquait que le wokisme aux États-Unis profitait d'une sorte d'absence de religion, et donc il y avait une nouvelle religion qui arrivait. Et lorsqu'on l'écoutait avec mes invités précédents, on avait cette sensation aussi qu'on parlait de l'islamisme. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, que sur le territoire français, l'islamisme soit aussi important ? Parce que le fait de se retrouver aussi dans des clubs de sport qui normalement ont une valeur un peu plus sociale, ça n'est pas anodin. Oui, bien sûr. Pourquoi l'islamisme a pris tant de place dans notre pays ? C'est déjà le fait de l'immigration. C'est une réalité. Voilà. Encore une fois, le fait migratoire a implanté l'islamisme qui n'est pas tombé du ciel, qui n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit, si j'ose dire, qui n'est pas poussé dans les prairies normandes comme par enchantement. Et puis ensuite, il y a surtout l'absence de contre-modèle.
l'absence de projet national. Toute une partie de nos élites, en fait, ont renoncé à ce socle de valeurs. On renonçait à notre héritage chrétien, on renonçait à notre histoire qui est à jeter à la corbeille, on renonçait à notre roman national, à proposer notamment aux jeunes issus de l'immigration un modèle enthousiasmant. Quand on dit matin, midi et soir que la France est une odieuse puissance coloniale, qu'elle a été abominable avec les pays d'Afrique et les pays du Maghreb, que finalement son socle de valeurs est acheté, qu'on est islamophobe, que la laïcité c'est n'importe quoi, effectivement, ils sont plus tentés d'aller se tourner vers des imams radicaux, de suivre des gens sur les réseaux sociaux qui sont sulfureux et d'être dans l'anti-France. Voilà, donc c'est à la fois les deux, l'immigration et puis l'absence des élites nationales de défendre un projet national. Effectivement, Julien Audoulé, on a un autre son à vous faire écouter. Le 14 novembre, le match France-Israël aura lieu dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match sous haute tension. D'ailleurs, le député insoumis Louis Boyard souhaite le boycott de ce match. On écoute. Je veux que ce match n'ait pas lieu. Il y a une pétition qui a été lancée à ce sujet. Je veux dire plusieurs choses. Premièrement, il y a l'article 4 des statuts de la FIFA qui explique qu'il faut respecter les droits humains universels et qui, parfois, l'a appliqué à d'autres pays pour condamner leur politique. Audoul, un autre prisme un peu d'infiltration justement de l'islamisme en France, c'est au travers de cette cause palestinienne. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel au boycott, notamment relayé par un député de l'Assemblée nationale, on pourrait dire un de vos collègues du camp opposé ? Oui, collègues avec des guillemets. Mais ça me fait toujours rire quand des députés islamo-gauchistes de la France insoumise en fait, parlent des droits humains. Ça me fait toujours rire parce que les droits humains finalement s'arrêtent surtout aux droits des islamistes, aux droits du Hamas, parce que quand on parle de cause palestinienne aujourd'hui, on ne parle pas de la cause palestinienne de Yasser Arafat. On parle surtout des terroristes islamistes qui cherchent l'éradication de l'État d'Israël et l'extermination des Juifs, ni plus ni moins. Alors que certains cherchent à boycotter ce match et donc à mettre une nouvelle cible dans le dos de tous les Juifs de France, c'est dangereux, c'est scandaleux. Et moi, j'ai peut-être une solution par rapport à tout cela, parce qu'on sait que le match le 14 novembre au Stade de France va être pollué par des manifestations, pollué par des intimidations. On ne sait pas de quoi ils sont capables. Ils ont occupé le siège de la FIFA, de la Fédération française de football. Il y aura évidemment, et ce sera alimenté par Rima Hassan et puis tout le groupe de la France Insoumise, ce serait pas mal que ce match ait lieu en Corse. Déjà parce que l'équipe de France de mémoire n'a jamais joué en Corse, donc ce serait aussi du respect pour nos compatriotes corses. Et puis la Corse est la terre des justes. Je rappelle qu'il n'y a eu aucun juif livré en Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il n'y a pas de problème d'antisémitisme en Corse. Il n'y a pas de manifestation pro-Hamas, il n'y a pas d'appel à l'intifada en Corse. Donc ce serait peut-être une solution que ce match ait lieu dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas des débordements, voire des violences, parce que malheureusement, on peut craindre qu'au Stade de France, en marge, avant, après, il y ait des manifestations violentes contre les footballeurs israéliens, contre nos compatriotes de confession juive. Vous vous positionnez beaucoup effectivement dans la lutte contre l'antisémitisme, également contre les groupuscules islamistes. On vous a vu justement, notamment suite à notre enquête sur Urgence Palestine, demander et redemander une dissolution. Et donc je salue aussi votre ténacité là-dessus, parce que c'est intéressant de voir aussi que les députés de l'Assemblée nationale peuvent faire quelque chose et font quelque chose. Ça, je pense qu'il faut le répéter en permanence, y compris quand on est justement dans l'opposition. Sur cette guerre en Israël, quel débouché vous voyez demain ? On est justement à l'approche, on en parlait tout à l'heure, de cette élection présidentielle américaine. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'un Benjamin Netanyahou, il attend plutôt une victoire de Donald Trump, à minima en tout cas. Certains disent aussi que les négociations potentielles sont à l'arrêt parce que de toute façon, il faut attendre la suite des résultats. Pour vous, quelle serait en tant qu'homme politique justement l'issue du conflit et de cette guerre? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, et quel est ce bout-là qu'on définit, parce que même les partisans de la cause d'Israël aujourd'hui, en général, le truc mainstream qu'ils disent, c'est je défends Israël, mais Netanyahou, il est allié avec l'extrême droite, je suis pas vraiment son ami.
Alors, je ne suis qu'un homme et un petit député français, donc je ne pourrais pas... La voix de la France a de l'importance pour Israël. Bien sûr, mais je ne pourrais pas vous donner la solution. Et je ne pourrais pas vous dire, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué, et ce n'est pas moi, à mon humble niveau, qui va pouvoir donner une solution. En revanche, par rapport à la France, je sais qu'Israël est notre bouclier. Et je sais que c'est notre frontière. C'est-à-dire que si ce pays démocratique, qui est en première ligne contre le fondamentalisme islamiste, qui lutte contre la barbarie, qui a les mêmes ennemis que nous, qui a les mêmes valeurs que nous, si ce pays est affaibli, si ce pays tombe, nous tombons aussi. Et c'est pour ça que je suis un ardent défenseur d'Israël, au-delà de la sympathie que j'ai pour ce peuple ami. C'est qu'il en va des intérêts de la France. Israël doit pouvoir se défendre, se protéger, sécuriser ses frontières, sécuriser son peuple. Et c'est très compliqué dans la situation actuelle parce qu'ils n'ont pas un État, ou voire des États et des armées régulières en face. On n'est pas dans des conflits classiques et traditionnels. Ils ont face à eux des gens qui ont juré leur perte et l'extermination de leur peuple. Donc c'est très compliqué de négocier avec des terroristes, c'est très compliqué de négocier avec des gens qui, dans leur charte, ont la disparition de votre pays. Ça passera de toute façon par la libération des otages, parce que de toute façon, c'est un préalable. Et on entend souvent assez peu de mots de la part de la France insoumise et de l'extrême gauche sur la question des otages. Et je pense que ça pourra se régler, si j'ai une vision un peu utopique. Vous savez, à la Knesset, au Parlement israélien, vous avez des partis arabes, on ne le rappellera jamais assez, des partis arabes à la Knesset, qui peuvent demander la création d'un État palestinien lors des séances. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'expression de demander au sein du Parlement israélien qu'il y ait un État palestinien à leurs frontières. Quant à Gaza, il y aura des représentants élus, c'est-à-dire quand il y aura des élections, parce qu'il n'y a pas eu d'élections depuis 2006 quand même, là-bas, quand il y aura des représentants élus qui garantiront la sécurité d'Israël et des relations cordiales avec leurs voisins israéliens, je pense que peut-être on pourra espérer un futur de paix, mais malheureusement on en est bien loin. Alors on reviendra aussi tout à l'heure sur ces questions un petit peu de géopolitique en vous demandant votre avis sur l'élection américaine. On verra si vous allez vous mouiller ou pas, si vous allez faire preuve de prudence. Bon, j'ai toujours l'habitude de me mouiller quand même. Ah mais bien sûr, c'est pour ça que ce sera intéressant, on va sortir le pouls. Mais d'abord, c'était important pour nous quand même de revenir sur cette actualité très chaude de ce week-end. On a vécu la nuit de la Toussaint, vraiment des 24 heures d'horreur. On s'est retrouvé à près de 4 assassinats sur l'ensemble du territoire français. On s'est retrouvé justement avec un jeune homme abattu d'une balle dans la tête à la sortie d'une boîte de nuit. On a appris ensuite que c'était un jeune homme qui justement faisait partie du même club de rugby que Thomas. Ça a aussi bouleversé la France. Quel est votre regard justement sur ce qui s'est passé, sur un véritable ensauvagement où même nous, tous les matins, quand on allait voir l'actualité, on se demandait si c'était pas la même que la veille, simplement les prénoms avaient changé. C'est un regard terrifié sur la situation de notre pays, que j'ai du mal à reconnaître objectivement. Et c'est vrai que je me pose de plus en plus la question. Alors là, c'est le citoyen, c'est l'homme qui vous parle avant le responsable politique. J'ai un petit garçon de 17 mois et je suis terrifié à l'idée de le voir grandir dans ce pays. Voilà. Ça m'était jamais arrivé, mais compte tenu de l'actualité aujourd'hui, c'est vrai que c'est une peur aujourd'hui qui est en moi. Les solutions, on les a, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans la surenchère verbale, de parler de mexicanisation ou autre. Vous trouvez que c'était un mot qui n'était pas forcément... Non, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Ça fait penser au Karcher peut-être de Nicolas Sarkozy. Oui, on sait ce que ça a conduit, le Karcher. Le Karcher, voilà, ça a été le pistolet à eau, ça a été surtout Kouchner. Mais très clairement... on attend de ce gouvernement, mais il ne le fera pas, on le sait. Donc il faudra attendre le gouvernement de Marine Le Pen en 2027, ou s'il y a une dissolution, celui de Jordan Bardella avant, pour mettre en œuvre cette politique de fermeté, de répression, de sécurisation que nous appelons de nos voeux. Que ce soit l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, que ce soit le retour des peines planchées, que ce soit la lutte contre l'immigration massive, que ce soit la responsabilisation des familles de délinquants avec la suppression des allocations familiales,
l'expulsion des logements sociaux, la lutte acharnée contre le narcotrafic, mais pas seulement dans les mots. À un moment donné, il faut que ce soit visible et tangible. Donc l'arsenal, nous l'avons. Voilà. Mais nous avons des élites qui sont lâches, qui ont peur de leur ombre, et on le sait, qui se contenteront de beaux discours. Vous parliez effectivement de Thomas à Crépol l'an dernier. On pensait qu'il y aurait... Quasiment il y a un an jour pour jour, c'était le 16 novembre. Exactement, on pensait qu'il y aurait eu un avant et un après. Et finalement, ça se répète en pire. Ça serait avec un déchaînement de violence qui peut frapper n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle raison, n'importe quel motif. Alors... Je me souviens juste un petit, pour l'anecdote qui est quand même importante, j'ai écouté un extrait de justement il y a un an avec l'affaire Thomas. C'était un agent communal justement de la commune où Thomas a été tué qui disait cette fois-ci ils sont venus avec des couteaux, la prochaine fois ils viendront avec des armes à feu. Exactement. Il avait carrément prévu le coup. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis jeune. Je vois aujourd'hui la façon dont la France plonge là-dedans. Chaque semaine, on nous annonce quelque chose. Et moi, j'ai reçu un message de mon père qui, je ne vais pas aller jusqu'à avoir les larmes aux yeux, je vais me retenir, mais qui m'a dit « J'espère jamais pleurer autrement que le jour où je te conduirai à l'hôtel ». Aujourd'hui, on n'arrête pas de voir des parents derrière le cercueil de leurs enfants. C'est insupportable de voir ces images-là. Moi, j'ai en image la tête de la maman de Philippine. J'ai celle de la maman de Lina on n'aura jamais la suite de cette affaire. C'est insupportable. C'était à l'enterrement de... Alors moi j'avais pas été, c'était... Je sais pas si toi t'étais allé... Non, c'était... On avait une équipe qui était allée. Jordan qui était allé sur place. C'est insupportable. On ne peut plus vivre dans ce pays. C'est en tant que jeune, en tant qu'adulte, en tant que grand-parent. Vers où on va aller, c'est insupportable. Et vous savez ce qui est d'autant plus intolérable, c'est que ce jeune de 15 ans qui est mort à Poitiers, à Nice, qui est l'une des victimes de cette barbarie, de cette sauvagerie qui frappe partout désormais. Est-ce qu'il y a eu des émeutes pour lui ? C'est un jeune qui est issu de l'immigration, qui a été tué sur fond de trafic de drogue. Est-ce qu'il y a des marches blanches ? Est-ce qu'il y a des t-shirts ? Est-ce qu'il y a des émeutes, comme ça a été le cas après Naël à Nanterre ? Non, parce que finalement, ce n'est pas le profil de la victime qui compte pour tous ces gens-là. C'est pas que ce jeune soit issu de la migration, qu'il soit de telle ou telle confession ou pas. Ce qui compte pour toutes ces élites, pour tout ce système de la pleurniche qui récupère en permanence, parce que ce sont véritablement eux qui récupèrent et qui instrumentalisent ces drames, ce qui compte, c'est le profil de l'agresseur. Voilà. Quand l'agresseur n'est pas policier, quand il n'est pas blanc, quand il ne correspond pas finalement à l'épouvantail de l'extrême gauche, finalement, on n'en parle pas. Et c'est intolérable. Et de plus en plus, d'ailleurs, de compatriotes d'origine étrangère sont victimes de cette insécurité, de cette sauvagerie. Et le paye cher. Des familles sont endeuillées parce que la drogue est devenue aujourd'hui la deuxième religion et la deuxième idéologie après l'islamisme dans certains quartiers, et que cette drogue tue, et que vous avez des jeunes qui sont aujourd'hui fauchés, toute une partie de la jeunesse française, quelle qu'elle soit, qui est massacrée sans pour autant que nos dirigeants, nos pouvoirs publics aient une réponse. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que la réponse, on le sait, c'est la répression et la dissuasion. La répression policière par les mesures que l'on donne aux forces de l'ordre, et puis les mesures que l'on donne, les ordres qu'on donne à la justice également, qui doit être impitoyable avec les délinquants et les criminels, et la dissuasion pour que tous ceux qui ont la tentative de semer la violence, de tuer, de voler, de violer, soient empêchés par la force de la justice. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans notre pays. Et aujourd'hui, moi, ce qu'on peut constater comme réponse, c'est juste le président de la République qui, au Maroc, a mangé des petits fours pendant que tout ça se passe en France. Comment est-ce que j'aimerais avoir votre réaction face à certains invités qu'il y a eu, notamment Yacine Bellatar, il y avait aussi Jacques Lang. Il y avait l'ancien aussi député Modem qui avait effectivement fracassé son collègue socialiste à coups de casque. On a des multi-récidivistes, on a des criminels, on peut le dire. Comment est-ce qu'on peut percevoir ça d'un point de vue justement de non-respect, clairement, des Français aujourd'hui ? Bon, c'est pas la première fois que M. Macron humilie la France à l'étranger.
l'étranger. Et j'ai lu d'ailleurs dans l'opinion que sa délégation était folle furieuse et qu'ils ont confirmé que c'était bien Macron qui avait décidé lui-même justement de la venue de Yacine Bellatar, ce qui en dit long quand même. Bien sûr, puisque Yacine Bellatar est incontournable à l'Élysée. C'est plus seulement le visiteur du soir, mais c'est le conseiller du jour. Voilà, avec ce ridicule avec le ministre des Armées quand même, qui après, de manière assez pathétique, est obligé de se justifier en disant « je ne le connaissais pas », etc. Tout le monde connaît Yacine Bellatar à l'Élysée parce qu'il y est régulièrement invité. Moi, ce qui m'a choqué, peut-être davantage, si je puis dire, c'est le discours de M. Macron faisant l'éloge de la colonisation arabe, faisant l'éloge de 7 siècles d'occupation arabe en Espagne et aussi dans le sud de la France, dans une inversion des valeurs totales, comme si cette colonisation était bienveillante, comme si elle était douce, comme si elle était respectueuse, et que d'autres colonisations, comme la française qu'il avait décriée en 2017, elles étaient considérées comme des crimes contre l'humanité. Voilà. Et c'est toujours l'autre, en fait, qui a raison pour M. Macron, pour ces gens-là. L'autre est bienveillant. Tout ce qui vient de la France et qui vient de l'Europe, en fait, est à jeter. Et c'est insupportable. Alors, il est 9h. On va justement passer à la séquence un petit peu américaine, mais c'était très important de pouvoir vous interroger sur ces faits-là, ce qui est d'autant plus intéressant sur ces élections américaines. Et je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoignent en direct, là, on est nombreux, on est plus de 4000 et 5000 sur l'ensemble des plateformes à nous suivre en direct. C'est qu'on va la suivre toute la journée jusqu'à demain matin, donc 9h30. Quelle endurance. Voilà, c'est important, on dit bien aux gens, éteignez France Inter et écoutez Frontières. Pendant la journée, on va recevoir des personnalités diverses, du Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan, on a Pierre-Yves Rougeron qui arrive d'ici une vingtaine de minutes. On va avoir aussi André Berkoff qui a été le seul journaliste français à interviewer aussi Donald Trump. C'était justement juste avant l'élection de Trump en 2016. On va revenir aussi après avec nos correspondants qui sont à Washington à partir de 22h. On aura l'eurodéputé Sarah Knafo. Bref, c'est extrêmement riche. On va pouvoir creuser un petit peu tous ces sujets et vivre cette soirée électorale. Mais d'abord, Julien Audoul, pour avoir votre opinion sur le sujet, on a vu aussi une thématique monter pendant cette campagne américaine, qui est véritablement la victoire, en tout cas idéologique, de la part de Donald Trump. Alors, avant de voir ce qu'il en est dans les urnes, c'est la question de l'immigration. Aujourd'hui, aux États-Unis, on entend d'un côté les médias français qui disent le problème de Trump, c'est qu'il parle trop d'immigration alors que ce n'est pas un souci, alors que dans le même temps, c'est 10 000 clandestins qui rentrent par jour sur le territoire américain, 2,5 millions l'année dernière, comparé aux 500 000 revendiqués sur le territoire européen, qui a bien plus d'habitants qu'aux États-Unis, c'est quasiment x4 voire x5. Quel regard vous avez justement à la fois sur cette thématique de l'immigration qui a poussé aujourd'hui aux États-Unis et sur aussi Donald Trump? Alors ce thème de l'immigration et de la lutte contre l'immigration, il faut avoir l'honnêteté de le dire, il est partagé à la fois par Donald Trump et par Kamala Harris. Kamala Harris n'est pas la caricature qu'en font certains gauchistes ou certains bien-pensants en disant, voilà, en calquant finalement cette candidate sur les responsables de gauche français. Ça fait que toutes les minorités ne le soutiennent pas. Parce que Kamala Harris, il faut se rappeler d'un discours qui était assez musclé, un discours de vérité où elle s'adressait aux migrants, je crois que c'était ceux du Guatemala, il me semble, en leur disant « ne venez pas chez nous ». Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup qu'un responsable de gauche en France, quel qu'il soit, dise la même chose, les mêmes mots concernant les migrants. Donc, en fait, on ne peut pas calquer et on ne peut pas caricaturer de la sorte. Mais oui, l'immigration, effectivement, est un problème, j'allais dire, mondial, parce que c'est à la fois un problème économique, c'est le schéma économique dans lequel nous vivons, et puis c'est un problème d'identité. L'immigration pèse sur notre identité, sur notre sécurité, sur la transformation de notre pays, sur les valeurs que l'on peut inculquer. Donc évidemment que c'est un thème qui est central dans toute élection parce qu'il conditionne l'avenir d'un pays. Alors Julien Audoul, on veut aussi vous faire écouter des interventions. Il y en a eu une qui a été assez marquante et on aimerait voir votre réaction, Régie. C'est une élection historique. Ils sont au bord de la guerre civile. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? J'ai suivi pour le documentaire
pendant 7 mois dans les petites villes Donald Trump, qui n'arrête pas de mettre dans la tête de gens armés que l'élection de 2020 a été trichée, que les inculpations c'est une cabale contre lui, que les juges ont fait une chasse aux sorcières sans précédent. Je reprends les propos de Donald Trump, qu'il faut se venger des communistes, des marxistes. C'est du verbatim de Donald Trump, qu'il faut ne pas céder si jamais il y a des recomptages. À Johnston, le 31 août, je suis en Pennsylvanie, Stephen Miller, autre directeur de campagne de Donald Trump, arrive dans la salle, harangue la salle. Johnston, fight, fight, fight. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Ils sont en train de dire ça à la moitié de l'Amérique. S'il y a du recomptage, on va pas être sur les plateaux de télévision le lendemain en train de se dire ça va être tranquille. Il y a un danger comme jamais. Les démocrates ne... Alors, Julien Audoul, on aurait pu se dire, tiens, on est peut-être à un meeting de journalistes, mais non, on est sur France 5, dans l'émission C'est dans l'air, que 2 millions de retraités regardent tous les jours, justement, assidûment. Moi, je fais partie de la petite catégorie de jeunes qui l'écoutent à chaque fois. Comment vous réagissez quand vous écoutez ces propos de Laurent Saïm aussi forts à l'égard de Donald Trump ? Vous voyez, c'est typiquement ce genre de discours, de déclaration bête à manger du foin, caricaturale mais outrancière. C'est ces discours et c'est ces prises de position de tout le système politique médiatique bien pensant en France, de ces appels à voter Kamala Harris, de ces volontés de faire peur en permanence en faisant de Donald Trump un monstre, un fasciste et autres. Tout ça, ça donne envie que Trump écrase cette élection. Ça nous fait penser un petit peu à Marine Le Pen quand elle se fait attaquer. Encore une fois, moi, j'ai pas de... je sais que quel que soit le résultat, ça n'aura pas d'incidence particulière sur le quotidien de la France. Enfin, en tout cas, c'est... encore une fois, on n'est pas l'un ou l'autre. Est-ce que véritablement ça va changer ? Trump a prévu de taxer le vin, etc. Il y a des choses qui vont nous déranger, bien entendu. Les deux candidats vont défendre les intérêts américains, vont suivre la politique d'intérêt national, et c'est bien légitime d'ailleurs. Ils défendent leur pays. Et je pense que d'ailleurs, l'un comme l'autre sont patriotes. Et les Américains défendent toujours leur pays. Mais pour autant, quand on voit ça et quand on entend ça, mais on a vraiment envie que Trump gagne cette élection, rien que pour voir la tête de ces gens-là le lendemain, rien que pour voir sur BFM, sur France 5 et tout, les mines déconfites de tous ces bien-pensants en fait, qui pensent que l'avenir de la démocratie se joue avec l'élection de Kamala Harris. Voilà. Je trouve ça ridicule et pathétique, infantilisant aussi. Et c'est toujours les mêmes recettes qu'on avait eues pendant le Brexit, lors de la première élection de Trump et autres. Donc c'est vrai que c'est du carburant pour donner envie de soutenir Donald Trump. Oui, parce que d'une certaine façon, Emmanuel Macron en 2017 avait un petit peu freiné cette poussée. On avait vu l'élection de Trump, le Brexit arriver, etc. Ce qui effrayait justement les journalistes français. Et finalement, Macron est arrivé avec son en même temps et il a un petit peu colmaté la brèche, peut-être en tout cas provisoirement, même si ça fait 7 ans que ça dure. Quel parallèle vous dressez entre la diabolisation à l'égard de Donald Trump et celle à l'égard de Marine Le Pen ? Je m'explique. Il y a plusieurs choses qu'on a entendues. Il y a d'abord le fait de dire Donald Trump est mal entouré. Le fait de dire Donald Trump, il y a un problème de compétences. Le fait de dire Donald Trump, justement, c'est un raciste, c'est un xénophobe. Alors, on voit aujourd'hui qu'il y a même une partie de la communauté arabo-musulmane qui commence à voter Donald Trump. Il y en a une qui vote pour Jill Stein, donc la candidate vraiment pro-Palestine, pro-Hamas, et l'autre qui vote pour Donald Trump. On voit les portoricains qui commencent à voter pour Donald Trump. Certains disent aujourd'hui que l'élection, alors on le verra demain matin ou peut-être plus tard, pourrait jouer autour des femmes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui votent pour Donald Trump. Comment vous, justement, vous dressez une comparaison, en tout cas, sur cette diabolisation médiatique qui est faite sur Trump, et comment vous la jugez par rapport à Marine Le Pen aujourd'hui ? C'est ça qui est intéressant aussi. Ce qu'on peut comparer, au-delà des différences notables entre la politique française et puis la politique américaine, c'est la volonté d'une certaine élite de mépriser le peuple. De vouloir donner des leçons
de respectabilité, de démocratie, de valeur au peuple, et toujours de caricaturer, de dénaturer le message de leur porte-parole, quel qu'il soit, qui est jugé de populiste, etc. Pour moi, quand on parle au peuple, on n'est pas populiste, en fait. On est souvent populaire. Et c'est vrai qu'on retrouve ça un peu partout, hein. C'est-à-dire que dès que vous avez un leader, un mouvement politique qui sort du credo habituel, de l'idéologie dominante, bien pensante, conformiste, effectivement, il subit les foudres d'un système médiatique, politique, économique, qui n'a surtout pas envie que le peuple arrive aux responsabilités. C'est ça, en fait, la réalité. Alors, évidemment, il y a des divergences totales sur le style, sur le programme. Enfin, encore une fois, on ne peut pas comparer, mais sur ce clivage-là, en tout cas, on l'avait retrouvé effectivement avec Marine Le Pen. On peut le voir dans d'autres pays également, ou sur d'autres causes, comme celle du Brexit, où il y avait un clivage, j'allais dire, élite-peuple. Voilà, où on l'avait vu aussi lors du référendum de 2005 sur le traité européen, où clairement on avait voulu faire peur au peuple français et en caricaturant ceux qui ne souhaitaient pas aller plus loin dans la fédéralisation. Vous aviez suivi les élections de 2016 et de 2020, et est-ce que vous allez les suivre un petit peu cette nuit, ou vous décrochez complètement ? C'est difficile de ne pas les suivre. Oui, bien sûr. Mais ce que je constate, c'est que pour cette élection, je trouve que l'habillage médiatique, en tout cas l'intérêt médiatique, est beaucoup plus tardif qu'en 2016 et 2020. Alors je ne sais pas si la raison est que Donald Trump peut-être a anesthésié certains, ou que Kamala Harris n'est peut-être pas la candidate rêvée comme l'était Hillary Clinton, par exemple. Mais oui, je vais les suivre. De toute façon, on aura les commentaires, on va les suivre sur Frontières notamment, avec ce marathon. Mais surtout se rappeler que pour nos intérêts, quel que soit le candidat, quel que soit le président ou la présidente élue, il défendra d'abord les intérêts américains, et nous devons défendre les nôtres. Nous aurons des oppositions avec Donald Trump, vous l'avez rappelé. Il y aura des points de friction. On peut se retrouver, je pense, sur la défense et le soutien à l'État d'Israël, par exemple. C'est un fervent soutien de Donald Trump. Bien évidemment, qu'il avait fait d'ailleurs avec des symboles forts comme Jérusalem, hein, on s'en rappelle. On se rappelle aussi que sous Donald Trump, on a eu une Amérique qui était beaucoup moins belliciste qu'elle pouvait l'être auparavant, notamment sous Barack Obama. Prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire, un intérêt. Pour autant, il faut toujours regarder les États-Unis avec un double regard. C'est un allié, un partenaire, quelquefois un ami, quelquefois c'est un concurrent, et quelquefois c'est une puissance qui peut nous poser des sérieux problèmes et qui va contre nos intérêts. Beaucoup d'influence. Voilà. On sait que Ni l'actuel angélisme, ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, faisait quand même partie de think tank américain. C'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir reprocher à tel parti politique d'avoir un jour rencontré un Russe il y a 10 ans, mais ne pas reprocher à des ministres de faire partie de think tank européens. Au moins, on sait que paradoxalement, la Commission européenne à l'époque avait écarté une commissaire française parce qu'il y avait des liens avec un think tank qui avait été rémunéré. On avait vu que la Commission européenne avait fait plus le travail, en tout cas, que nous on le fait en France. Exactement. Il est 9h.